Bonjour, bienvenue dans J'ai un problème, le podcast indispensable quand on a tout essayé et qu'on veut avancer. Je suis Rebecca Ricci et ici je vous raconte les histoires d'Emmanuel Piquet qu'ensuite nous décryptons, nous analysons, nous regardons ensemble. Bonjour Emmanuel. Bonjour Rebecca. Alors Emmanuel, aujourd'hui j'ai choisi une histoire tirée du livre Mon ado, ma bataille et qui concerne un Léopold a priori TDAH. C'est une grande tendance, les TDAH, ou en tout cas un grand mal du siècle, je ne sais pas. Et je crois que maintenant, il y a même des TDAH adultes. Je ne sais pas si le diag est différent. Tu commences par poser un peu ce père qui vient te voir. Tu peux nous dire quelques mots d'ailleurs sur le regard qui est posé sur le TDAH par Palo Alto ou ce type de pathologie? En effet, comme c'est un modèle qui, dès son origine, est totalement non pathologisant, c'est-à-dire que si on pathologise quelque chose, ce sont les interactions qu'il y a entre les individus et pas les individus eux-mêmes. Cette apparition d'un certain nombre de troubles, notamment chez les enfants, puisque c'est apparu il y a une petite vingtaine d'années maintenant, nous a posé question. Et en fait, je crois que le regard de Palo Alto par rapport à ça, c'est plutôt de dire que nous, on raisonne en termes de continuum, c'est-à-dire que sur un même continuum, on va dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement concentrés tout le temps, très calmes, très, voilà, très à leur affaire. Et puis, à l'autre bout de ce continuum, il y a des gens qui sont extrêmement déconcentrés, très agités, qui ne peuvent se concentrer sur rien. Et que, au fond, vraiment, ce qui pose problème, c'est quand il y a souffrance, soit chez l'enfant, soit chez l'éducateur, soit chez le parent, enfin bref, ou l'enseignant, quand je dis éducateur, voilà, au sens global du terme. Et qu'au fond, la question qu'on se pose, nous, c'est est-ce qu'on était obligé de considérer que c'est une maladie, en fait, le bout de ce continuum, d'autant plus que cette maladie, elle vient dans son diagnostic assez loin dans le continuum, en fait, hein. C'est-à-dire que quand on regarde dans le DSM, qui est le manuel des troubles mentaux TDAH, on s'aperçoit que ça commence à être diagnostiqué avec des symptômes, au fond, voilà, qui sont pas, de notre point de vue, vraiment à l'extrême bout de ce continuum. Donc, nous, l'idée vraiment, c'est pas du tout de nier le fait qu'il y a des enfants qui sont en difficulté, notamment scolaire, et pas que d'ailleurs, mais notamment scolaire, parce que la concentration est difficile pour eux. On ne le nie pas. On pense que c'est en effet quelque chose qui peut générer, je le redis, de la souffrance. La question, c'est, ben, nous, on va plutôt travailler à faire un diagnostic, comme je le disais, interactionnel, c'est-à-dire qu'on va regarder par rapport à cette déconcentration que font les adultes, que fait l'enseignant éventuellement, que font les parents, d'autre part, que font les médecins à d'autres moments, et surtout aussi ce que fait l'enfant lui-même, en fait, avec cette déconcentration. Et c'est là-dessus, nous, qu'on va travailler pour essayer de modifier les interactions par rapport à ce trouble. Autrement dit, l'école de Palo Alto préfère faire un diagnostic des interactions qu'il y a par rapport à ce problème, plutôt que de faire un diagnostic intrapsychique de l'enfant. Ouais, alors je reviens, merci, sur cette notion de continuum, parce qu'elle était un peu compliquée pour moi quand je l'ai découverte. Juste pour préciser, ou en tout cas reposer ce que j'en ai compris. En fait, ce qu'on dit, c'est que on fait tous partie de la même famille, sauf qu'on a des natures. C'est presque une ouverture à la diversité, c'est-à-dire que il y a des gens calmes, il y a des gens agités, il y a des gens très agités, et on n'est pas nécessairement dans quelque chose qui soit pathologique. On est dans quelque chose qui est différent. Et j'imagine que sur le refus de Palo Alto d'étiqueter au regard du DSM, d'ailleurs, dont on pourrait dire quand même pour les auditeurs que on en est, je crois, à la 5e version du DSM, que d'une version à une autre, donc c'est un outil américain, me semble-t-il, initialement, et que d'une version à une autre, on change la définition, on change le profil, ce qui pourrait tendre à confirmer le fait que on n'est pas dans des choses qui soient ou définitives ou éprouvées, mais c'est simplement la façon dont on traduit médicalement en termes pathologiques des comportements. Et en gros, ce que dit Palo Alto, ce que tu nous racontes, c'est que Palo Alto dit dès lors qu'on étiquette les gens, c'est aussi comme si on les assignait à des comportements ou à des maladies, tu disais, intrapsychiques, donc dont ils sont porteurs. Et c'est une façon de refuser ce qui se passe à l'endroit de leurs interactions avec leur environnement, qui n'est pas toujours la même chose. C'est ça que tu dis? C'est ça, c'est-à-dire que le DSM est vraiment très éloigné de tout contexte, en fait, hein, en tout cas de toute analyse contextuelle. On est vraiment sur quelque chose, en effet, de très intrapsychique. Or, comme tu le dis très bien, on ne peut pas nier le fait que lorsqu'on regarde un enfant
comme étant porteur d'un handicap, parce qu'on est dans le champ du handicap, hein, avec le TDAH, avec les 10, on est dans le champ du handicap en France. On ne peut pas décemment soutenir le fait que on regarde pareillement un enfant qu'on considère comme handicapé, et son destin non plus, qu'un enfant qu'on considère comme valide. Il y a forcément quelque chose qui se passe, qui est de l'ordre, en effet, de la prophétie auto-validante, qu'on le veuille ou non. Et de la même façon, un enfant ou un adolescent qui se considère comme valide ou qui se considère comme handicapé ne regarde pas son avenir de la même façon. Donc, évidemment que ça a des impacts. Alors, ça a des impacts positifs aussi à très court terme, hein, d'après tout ce que les gens concernés le disent, donc en disent, pardon. Donc, ça, il faut le prendre en considération. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très apaisant, en fait, dans le fait de se dire, au fond, et notamment chez les TDAH, je ne suis pas le polisson dont on parle, ou le fumiste dont on parle, ou celui qui est hyper insolent. En vrai, c'est pas vrai, c'est pas parce que c'est une autre forme d'étiquette, hein, ça je l'entends bien. C'est quelque chose qui ne dépend pas de moi, c'est quelque chose en effet qui est à l'intérieur de moi. Donc de ce point de vue-là, c'est relativement apaisant. Le problème, c'est que ce que je constate moi beaucoup en consultation, c'est que en effet, ça ferme des portes à ces enfants-là. Une certaine, enfin vraiment une grande partie de portes se ferme en fait, avec des enfants qui s'essentialisent comme étant handicapés, qui au fond se présentent avec ce handicap pratiquement en signature. Et je crois que ça fige en fait, ça fige des destins. Et c'est ça que je trouve extrêmement dommageable. Ouais, en fait, d'ailleurs, quand tu disais prophétie auto-validante, je crois que c'est ça que tu as dit. Moi, ça me faisait penser à auto-invalidante, parce qu'en réalité, dans la durée, et moi, je te rejoins sur, enfin, je rejoins Palo Alto, en tout cas sur ce regard et sur le fait que dès lors qu'on apprend à parler qu'une langue, c'est celle qu'on connaît, c'est celle qu'on maîtrise et on n'a pas de raison de se projeter ailleurs que dans l'endroit où on a été assigné, c'est-à-dire différent, handicapé, pas en capacité, avec des besoins d'adaptation ou de soins particuliers, même si j'imagine que ce qui est très difficile de faire comprendre, à faire comprendre aux parents, parce que ce sont les parents qui sont rassurés aussi un peu en premier lieu de savoir qu'il y a quelque chose qui pourrait expliquer ces comportements-là, qui ne matchent pas. Mais même si du coup, c'est beaucoup plus difficile d'aller imaginer toute la dimension interactionnelle en considérant qu'on est partie prenante, non, du sujet. C'est très difficile parce que ce sont vraiment des parents qui sont absolument angoissés, hein, à l'idée de ce qui pourrait arriver à leur enfant plus tard. Et donc, ils se disent qu'en effet, le diagnostic va aider à poser des aménagements, à éventuellement proposer une médication et que du coup, ça va faire du bien à leur enfant et à eux aussi. Donc, de ce point de vue-là, c'est parfaitement logique. Enfin, leurs interactions sont parfaitement logiques. En plus, ce sont des parents enfin, je veux dire, d'une façon globale, les parents aujourd'hui sont très culpabilisés. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'équation qui, de mon point de vue, est extrêmement mortifère, hein, qui consiste au fond à dire que quand un enfant réussit, notamment scolairement, mais aussi relationnellement, aussi socialement, c'est parce que les parents ont été de bons parents. Donc, à l'inverse, ça veut dire que si c'est pas le cas, c'est qu'ils ont été de mauvais parents. C'est difficile, en fait, de supporter ça. C'est hyper douloureux, c'est extrêmement culpabilisant. Donc, le diagnostic vient aussi penser ça, d'une certaine façon. Donc, ils ont toutes les bonnes raisons d'avoir recours à la fois au diagnostic et à la fois à ce qui s'ensuit, en fait. Mais on ne les a pas assez avertis, je pense, de ce que ça peut générer, en effet, chez l'enfant et pour l'avenir de l'enfant, quoi. Mhm. Alors, dans le cas de Léopold, je m'arrête 2 secondes juste et on va passer à l'histoire de Léopold sur le fait que c'est intéressant quand on est dans ces questionnements-là de se poser 2 minutes à un autre endroit et de se dire, et finalement, si il n'était pas malade, mais si simplement la nature de l'eau dans laquelle il nage lui convenait pas, ça changerait pas mal de choses, c'est ça? Oui, alors, c'est pas tellement une histoire uniquement de contexte au sens inerte du terme. C'est surtout, moi je crois, ce qu'il faut bien regarder, c'est ce que les individus font face à ce trouble, face à sa manifestation symptomatique en tout cas. Et je redis, hein, à la fois les adultes et à la fois l'enfant lui-même. Parce que l'enfant lui-même, souvent, il essaye beaucoup de faire des choses, hein, parce qu'il voit bien que ces symptômes sont très dérangeants pour tout le monde. Mais en faisant des choses lui-même,
même, il aggrave la situation en fait. Parce que quand on essaye à tout prix, on l'a tous vécu ça, hein, de se concentrer à toute force sur quelque chose sur lequel on n'a pas envie de se concentrer. Donc en fait, on fait travailler notre volonté pour tenter de faire quelque chose sur le désir. Immanquablement, on se retrouve vraiment à être exactement ailleurs de là où on voudrait être. Tout le monde a ses souvenirs de rapports qu'il fallait rendre ou de devoirs qu'il fallait rendre ou voilà, ou de travaux là, au niveau professionnel qu'il faut rendre, par exemple la compta ou j'en sais rien, des choses comme ça, où on se dit là, il faut que tu t'y mettes. Là, maintenant, tu prends 2 heures, tu t'y mets. C'est pas si long. C'est exactement le genre de propos que les parents pourraient dire. Et on se retrouve au bout de 5 minutes en train de regarder des chatons sur TikTok qui tombent de canapé. Donc, on l'a tous vécu, ça, en fait. Et paradoxalement, on oublie ça. Et la seule chose qu'on fait avec ces enfants, souvent, c'est d'essayer à toute force de les concentrer, alors que la concentration procède de l'intime. La concentration procède du désir, pas de la volonté. Alors, quand la volonté et le désir sont alignés, tout va très bien, en fait. Mais quand la volonté et le désir commencent à se battre à l'intérieur d'un même individu, euh, combat qui la plupart du temps est amplifié par les injonctions des adultes à ce sujet, eh bien on obtient exactement et strictement l'inverse de ce qu'on veut. Hmm. Ce que je retiens dans ce que tu dis, et je trouve que le mouvement, ou en tout cas la danse est intéressante, c'est qu'il y a à la fois à zoomer pour voir la question du comportement et de la réaction des uns et des autres, ce que fait A et ce que ça entraîne chez B, etc., etc. Et en même temps, il y a une façon de dézoomer à regarder ce qui se passe aussi à l'endroit de l'interaction quand on l'observe en extériorité. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir un peu peut-être avec la métacommunication. Donc là, tu reçois le papa de Léopold, qui est inquiet. Tu l'as dit d'ailleurs, les parents dans ces sujets-là, enfin sur ces sujets-là, ils sont toujours et à la fois inquiets et un peu démunis et un peu perdus. Euh, et en fait, tu démarres par évoquer le maelstrom émotionnel du papa. Qu'est-ce que ça dit au niveau du 180 degrés des émotions un peu plus en profondeur que ce qu'on a déjà évoqué, que fuir, c'est convoquer plus? Alors lui, le papa, il est absolument terrorisé en fait à l'idée que son fils puisse devenir voilà, quelqu'un qui aurait, de son point de vue à lui, tout raté sur un plan scolaire, puis professionnel, puis donc économique, et qu'il se retrouve SDF en fait, hein. C'est vraiment une angoisse très forte. D'ailleurs, c'est une angoisse très partagée chez les parents, hein, d'enfants qui, à un moment donné, ne sont pas en réussite comme l'espère le père ou la mère. Et donc cette peur, en fait, lui, pour la fuir, en effet, comme tu dis, pour essayer de conjurer au fond le sort qui pourrait être réservé à son fils, ce qu'il fait, c'est qu'il le prend en charge de façon incroyable au niveau scolaire. C'est-à-dire qu'il passe un temps colossal à essayer de le motiver, à essayer de lui faire comprendre les choses, à essayer de lui donner envie d'eux, comme on le disait précédemment. C'est vraiment des Vietnam absolus. Enfin, les soirées passées dans cette famille sont vraiment cauchemardesques de ce point de vue-là pour tout le monde, hein. Euh, et au fond, en essayant donc de prendre en charge pour faire fuir cette peur, il la rend de plus en plus terrible, cette peur, parce que comme il prend en charge Léopold, Léopold est de moins en moins musclé sur un plan scolaire, de plus en plus léthargique, évidemment, c'est très logique, hein, obtient de plus en plus de mauvaises notes et donc l'inquiète terriblement. Tu lui dis d'ailleurs que, il peut vraiment contribuer plus que quiconque à la résolution du problème. Et là, comme tu viens de l'expliquer, je me demande si tu n'es jamais tenté, d'une façon ou d'une autre, de dire aux parents qu'il fait partie du problème. Mais je suis tentée, si bien sûr, mais je suis vite réfrénée parce que Euh, comme en effet, ce sont des parents qui sont déjà très culpabilisés, je crois vraiment qu'on ne doit pas être des soignants qui rajoutons de la souffrance chez ses parents. Je pense qu'il faut vraiment, au contraire, les relégitimer en fait dans leur parentalité, parce que il faut bien comprendre qu'ils sont dans un état d'impuissance totale en fait, je dirais. Et comme je le disais, du coup, ils sont culpabilisés à l'intérieur, mais ils sont culpabilisés par la société, elle aussi, qui dit en gros que font ses parents. Et il y a une forme de culpabilisation très forte chez les parents aujourd'hui, comme je le disais. Donc évidemment, je ne vais pas en rajouter, même si en effet, je considère que dans ce qu'ils font en toute bienveillance, en tout amour et avec énormément d'inquiétude, bah, ce qu'ils font, en effet, alimente le problème.
Oui, et d'ailleurs, quand tu dis ce qu'ils font, tu dis pas ce qu'ils sont, tu dis vraiment ce qu'ils font. Et dans ce sens-là, tu le fais passer en cothérapeute. Est-ce que tu penses que ça permet à un individu, d'une façon générale, de se distancier aussi de ce que lui vit, de regarder ce qui se passe, mais en extériorité? Est-ce que c'est un bon moyen, en fait, de le faire passer en cothérapeute pour qu'il soit à distance? En fait, je crois que la tâche d'observation, d'une façon générale, le fait de le mettre en observateur et en effet de le considérer comme co-thérapeute allié en fait, hein, de la thérapie, ça permet surtout en fait de dire donc vous allez observer pour moi exactement ce qui se passe en effet au moment des devoirs, donc aller se mettre en observation de la crise, et pratiquement ce que je prescris à ce moment-là, c'est que je veux qu'il y ait une crise. Mm. S'il n'y a pas de crise, eh bien, du coup, je ne pourrais pas observer. Donc, en fait, je place le papa dans une posture telle que il n'est plus en train de redouter la crise, il n'est plus en train d'espérer que la crise n'adviendra pas, il n'est plus en train de faire tout pour que son gamin se mette au boulot. Il se met dans une posture où il va observer ce qui va advenir sans essayer de le contrôler. Et ça, déjà, c'est un virage à 180 degrés manifeste. Magnifique, même, j'aurais dit. Je pense que c'est vraiment ça en méta qui est le vrai virage à 180 degrés de cette tâche d'observation. C'est qu'on met la personne dans une posture où elle attend ce que jusqu'à présent elle redoutait. Et d'ailleurs, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la plupart du temps, on le voit ça en deuxième séance, ils arrivent en disant, voilà, il s'est pratiquement rien passé des crises que je devais observer, sauf hier soir, j'en ai eu une magnifique, et donc je dis heureusement, parce que sinon on n'aurait vraiment pas de quoi travailler. Et ce que je subodore, c'est que la veille du rendez-vous, ils voient sur leur agenda qu'il y a rendez-vous, et ils se disent, ah oui, c'est vrai, il faut absolument que ces crises s'arrêtent, et là ils repartent en fait dans leur tentative de régulation. C'est pour ça qu'on a souvent, nous, beaucoup de contenu la veille de nos rendez-vous. C'est drôle. Tu lui dis que voilà, il connaît son fils. On se rejoint sur le fait que la personne est toujours l'experte de sa situation, que c'est lui qui va vraiment, toi tu vas le guider, mais que c'est vraiment lui qui va pouvoir trouver des solutions. Ce que je dis beaucoup, en effet, c'est que d'abord, c'est lui qui décide de l'objectif. On est bien d'accord, hein, ça, on l'a dit souvent ici, bien entendu. C'est-à-dire que quelle est la destination vers laquelle il souhaite aller. Et moi, en fait, je suis un espèce de moussaillon dans ce bateau-là et je donne des conseils en disant, moi, je ferais plutôt comme ci ou comme ça. Mais c'est lui qui a le gouvernail, en effet. Mais je trouve que à lire tes séances, à chaque, enfin pas à chaque fois, mais souvent je me fais la même remarque sur le fait que on pourrait imaginer que l'objectif, ce soit que la personne se remette à ou fasse, etc. Et en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça souvent. En fait, ce qu'on voudrait, c'est que la confrontation, le combat, s'arrête. Et de fait, si ça s'arrête, va en découler probablement un changement de comportement de la personne dont on voudrait qu'elle change. Probablement, mais pas sûrement. Et en effet, ça n'est pas l'objectif parce que sinon, on prend un objectif qui est en fait rien d'autre que ce qu'on a appelé souvent ici le thème des tentatives de régulation du patient. C'est-à-dire que si on prend l'objectif d'un certain nombre de nos patients, ça veut dire qu'on va accompagner les tentatives de régulation, c'est-à-dire qu'on va devenir nous-mêmes une tentative de régulation, alors même que ce qu'on veut, c'est opérer un virage à 180 degrés pour arrêter le combat dont tu parles. Donc, il faut faire très attention, en effet, à quel type d'objectif on prend pour ne pas se fourvoyer et faire plus de la même chose, en fait, hein, qui ne fonctionne pas. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais recompléter par rapport à ce que tu disais, c'est que quand tu poses ce thème des tentatives de régulation, l'idée c'est que le thérapeute soit pas quelqu'un qui vienne faire avec le patient la même chose que ce qu'il fait déjà. Et donc l'idée c'est de l'aider vraiment à clarifier ce qui le fait souffrir le plus. Et sans doute que ça n'est pas ce qu'est la personne, c'est ce qui se passe à l'endroit de ce qu'est l'autre et de ce que ça génère chez lui. Tout à fait. J'ai beaucoup aimé le. Nous pensons que ce n'est pas très bon pour la santé de quelqu'un d'être sous le microscope d'un autre. Est-ce que ça rejoint la théorie selon laquelle, mais sans le dire, que c'est pas l'individu qui dysfonctionne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais bien le système, les interactions, le contexte? Alors, en l'occurrence, là, moi, la métaphore, c'est plutôt pour leur expliquer que je ne verrai pas Léopold. C'est plutôt pour leur dire quand en effet on passe de microscope en microscope, puisque c'est un enfant qui a beaucoup, beaucoup de rendez-vous, hein, il voit beaucoup de spécialistes,
toute la semaine, hein. Sa maman passe énormément de temps à l'emmener chez les spécialistes. Eux, comme ils sont dans cette vision du monde, que c'est l'enfant qui a un problème et qu'il faut soigner l'enfant, il faut le guérir, ce qu'ils vont me demander très rapidement, c'est quand est-ce que je vois Léopold? Et moi, je leur dis, mais moi, je trouve que être en permanence, en effet, pardon, sous le microscope de plein de spécialistes, c'est pas très bon pour la santé et peut-être même ça alimente un peu le problème, en fait, d'une certaine manière. Et donc, je veux pas me rajouter à tous ces spécialistes qui vont, d'une certaine manière, ausculter Léopold. Ouais, je comprends. Tu resitues en fait chacun dans son intervention. Et tu poses tout de suite le fait que c'est sûr, tu ne le recevras pas. Oui, c'est-à-dire que je pense que en le recevant, je serai pour le coup complètement dans le thème des tentatives de régulation de tout l'environnement de Léopold. Hmm. Ok. Plus tard, on comprend que rien ne l'intéresse. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit son père, que il ne fait rien. Finalement, je trouve que le père, il fait la même chose que ce que fait l'environnement, c'est-à-dire qu'il est extrêmement définitif. On dirait qu'il est déjà perdu pour ses parents. Comment il peut avoir une chance, cet enfant, s'il est déjà perdu dans le regard de ses parents? S'il est déjà un ovni chez lui? Parce que tu vois, quand on disait tout à l'heure, tu disais, il y a une forme d'étiquetage qui va le présenter à la vie dans une case qui est une case qui va l'handicaper, etc. Le premier endroit de fertilité, de croissance personnelle, c'est le lieu familial. S'il est déjà pas accepté pour ce qu'il est chez lui, comment on fait? Alors, moi, je crois pas qu'il soit considéré comme foutu par ses parents. Je pense que ses parents continuent à se battre avec l'espoir qu'à un moment donné, un traitement va faire en sorte que, il aille mieux. Donc, ils sont pas encore totalement résignés. Ils sont très impuissants, tu as raison, mais ils sont pas encore totalement résignés. Je crois que il ne voit absolument pas le paradoxe de la prise en charge, en fait, hein, et du coup, le diagnostic faisant partie, en tout cas en l'espèce de la prise en charge, et il ne voit pas ce paradoxe. Au fond, ils font vraiment penser à ces patients qui font toujours plus de la même chose en se cognant très fortement, hein, contre la vitre contre laquelle ils foncent en permanence, mais qui n'ont même pas idée du fait qu'il pourrait y avoir un demi-tour possible. Ils n'en ont pas conscience. Et ce qui est très délicat dans ce genre de thérapie, c'est que quelque chose de très important pour eux, c'est leur vision du monde, comme dans tous les cas, hein, c'est pas seulement ces parents-là, c'est dans tous les cas, mais là, c'est une vision du monde très particulière qui est mon enfant a un problème. Pour autant, ils n'ont pas l'impression, eux, de dire quelque chose de négatif, hein, ils sont au contraire, euh, vraiment, ils ont l'impression, eux, d'être dans l'aide, quoi, dans le Mm. soutien. Et si le thérapeute attaque cette vision du monde en disant non, mais stop, mais arrêtez, c'est pas le problème, enfin, tout ce qu'on vient de se dire, l'alliance, elle est perdue, en fait. Donc, c'est pour ça que ce sont des thérapies très compliquées parce qu'il faut à la fois dire, OK, donc ce diagnostic est là et donc il est en effet TDAH parce que c'est comme ça fait partie du problème dans leur vision du monde. Et il faut travailler avec ça alors que clairement, ça ne fait pas partie de nos prémices. Et donc, il faut travailler en disant, avec cette vision du monde-là, comment je vais réussir à leur faire un virage à 180 degrés. Dans les accompagnements que tu fais, parce que j'imagine qu'il y en a quand même beaucoup des sujets autour d'enfants qui ont des comportements dont on considère qu'ils sont dysfonctionnants ou dysfonctionnels et étiquetés TDAH. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà d'avoir des parents qui aient le désir et la capacité de changer et une incapacité à régler finalement par la thérapie le sujet de ce qui fait mal? Moi, je trouve que ce sont des thérapies assez longues, en fait, les thérapies de responsabilisation, puisqu'en fait, c'est ça, hein, c'est comment on re-responsabilise Léopold sur le scolaire, avec tous les risques que ça peut comporter. Donc, il faut travailler beaucoup, comme on le fait là avec le papa de Léopold et la maman, d'ailleurs, hein. Il faut travailler beaucoup sur leurs émotions, il faut les aider à apprivoiser leurs émotions pour qu'elles ne viennent pas les pousser à continuer cette prise en charge délétère. On travaille beaucoup avec des métaphores en essayant de ne pas être trop dans le rationnel avec ses parents qui sont, je le redis, pétrifiés, culpabilisés, vraiment dans quelque chose de très douloureux. C'est intéressant d'aller pouvoir leur faire prendre conscience de ça, mais sans essayer de leur faire la morale ou sans essayer de leur expliquer à quel point ils font mauvaise route, quoi. L'empathie stratégique dans ce genre de situation est absolument essentielle aussi, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être du côté des parents. Voilà, et vouloir qu'eux aussi aillent mieux sans jamais les remettre en cause. Donc, je crois que quand on fait tout ça, et je le redis, ça prend pas mal de temps, vraiment, un certain nombre de parents acceptent vraiment le chemin de la responsabilisation. Mais
je crois que c'est ça qui est difficile, c'est qu'il ne faut pas passer par le discours dans ces thérapies du tout. Il faut leur faire faire une expérience émotionnelle, comme je le fais avec les parents de Léopold, comme je le fais difficilement, hein, vous l'avez constaté. Tous les lecteurs qui ont lu cette vignette, c'est long parce que dans un premier temps, ça ne fonctionne pas, ils n'arrivent pas à lâcher, ils sont repris par leur tentative de régulation. Il faut vraiment que je travaille beaucoup sur les émotions, au moins en séance. Et puis, c'est à un moment donné, parce qu'ils tiennent plus d'une semaine, qu'ils commencent à apercevoir ce qu'on appelle chez nous les changements de niveau 2, et que ça les motive dans le fait de continuer. Mais il faut qu'il y ait une première expérience émotionnelle. Mhm. D'ailleurs, tu parlais de l'empathie stratégique et en vrai, si on se situe ailleurs, il y a même juste l'empathie de base parce que je crois vraiment qu'ils vivent un enfer avec, alors je généralise bien sûr, mais souvent avec des crises, des cris permanents, ce que tu disais sur le regard de la société, des enseignants, les convocations, les camarades, etc. Enfin, il y a une espèce de cercle vicieux qui, je trouve, court à une vitesse totalement effrénée qui se nourrit, qui s'amplifie, etc., qui fait que ils sont certains puissants, mais épuisés aussi de chercher, d'être toujours en train de chercher des solutions et en même temps, trouver une solution, c'est aussi admettre que peut-être avant on n'a pas pris le bon chemin et ça c'est culpabilisant encore. Parce que si on a passé X années à souffrir du comportement de son enfant, à imaginer qu'il était malade, etc., et qu'on s'aperçoit qu'en fait on aurait pu ou on pourrait changer les choses par un changement de contexte, d'interaction, de façon d'aborder et que ça marche, c'est aussi une façon de prendre sa part de responsabilité dans la question du problème, non? Oui, et donc c'est très culpabilisant. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut les rendre acteurs du changement, ces parents-là pour lesquels j'ai la plus grande désaffection. Il faut qu'ils prennent part au changement. C'est pour ça que le fait de proposer d'être cothérapeute est absolument essentiel en l'espèce. Et il faut en fait qu'on les aide à remporter des premiers succès. Parce Mm. qu'en fait, ce sont des parents qui sont en permanence en échec. Et le simple fait de remporter un premier succès, un deuxième succès, un troisième succès, même minime, hein, c'est-à-dire cette scène où Léopold vient montrer ce qu'il a fait parce que les parents ont tenu le fait de lui dire on ne fera pas à ta place et on ne s'assiera pas à côté de toi. Le fait de le voir arriver avec cette carte et que cette mère se dise, je me suis dit, je ne pensais même pas qu'il était capable de faire ça. Ça, c'est infiniment responsabilisant au bon sens du terme. C'est-à-dire que ça la met face à une réussite qu'elle a obtenue, elle. Mm. Et puis ça lui ouvre le champ de s'il est capable de faire ça, peut-être qu'il est capable de faire d'autres choses et peut-être que mon diag était erroné. Je ne crois pas qu'on n'arrive jamais à ça. Vraiment, cette vision du monde reste quand même forte chez eux, mais qui disent, voilà, maintenant, on sait gérer notre fils TDAH. C'est plutôt ça que disent les parents. Et je crois qu'il ne faut pas que nous, on se mette en objectif que les parents changent totalement de vision du monde. Parce que si on se met ça comme objectif, on va rentrer dans une escalade symétrique avec eux. Oui, c'est-à-dire qu'on vient aussi pour faire changer ce qu'ils sont, alors que eux viennent pour faire changer leur fils. C'est comme un pliage ou un effet miroir. Ok, je me suis marrée parce que je me suis tellement retrouvée quand mes enfants étaient enfants sur vérifier chaque fois les devoirs, être derrière, etc., etc. Donc il y a vraiment aucune condamnation de ma part sur les choses dont on sait qu'on va les trouver quand on amorce déjà le moment des leçons. Mais quand même, en le lisant, je le regardais et je l'imaginais avec une petite voix intérieure qui disait, bon, allez, évidemment, comme d'habitude, ça va se passer, mais je continue et je fais toujours la même chose. Est-ce que tu travailles sur la petite voix intérieure? Est-ce que c'est un truc que tu abordes? Parce que quand on dit qu'on se regarde faire et qu'on regarde l'autre faire, on sait qu'on a aussi ce genre de réaction automatique. En fait, je crois que ça vient parler du fait que il y a un certain nombre de parents qui, et là pour le coup, donc c'est la deuxième catégorie de patients, qui savent parfaitement bien qu'il faut faire demi-tour, mais et qui n'y arrivent pas. Qui n'y arrivent pas, et notamment parce que émotionnellement, ils sont très saisis par cette évocation, parce qu'ils ont l'impression d'abandonner en fait leur enfant, en l'occurrence, hein, en passant de prise en charge à responsabilisation. Et typiquement, ces parents qui pourraient avoir cette petite voix intérieure qui disent, mais en fait, tu vois bien que ça ne va pas du tout ce que tu es en train de faire, que c'est dysfonctionnel et que ça alimente vraiment le problème. Ce sont des parents sur les peurs desquels on n'a pas assez travaillé.
Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je allais dire sur après. La tension monte dans la foulée. Et effectivement, c'est la peur dont tu parlais tout à l'heure. La peur avant tout. Il a peur que tout se rate, en tout cas que son fils rate. Tu peux nous redire comment on fait pour aborder la peur pour l'autre? Alors, vraiment, ce qui fonctionne extrêmement bien, c'est vraiment d'accompagner les parents sur cette traversée d'un lac glacé qui est absolument horrible et que pour l'instant, ils n'ont même pas regardé, ils n'ont encore moins mis le moindre orteil dedans. C'est de traverser avec eux ce lac glacé qui consiste à leur faire envisager que bah, cet enfant continue à dysfonctionner scolairement, que voilà, plus personne n'en veut, qu'il se retrouve dans une voie de garage, comme ils disent, que là, pareil, c'est un échec total, qui s'essaye de plus en plus, qui se met à prendre des stupéfiants ou de l'alcool, enfin bref, des substances, que finalement, bah, ils iront avec eux parce que voilà, ils en peuvent plus, et que quelques années plus tard, ils le croisent gare de Lyon, il est hirsute, entouré de punk à chiens, très agressif, il les reconnaît et il s'approche d'eux et il leur dit, regardez ce que je suis devenu à cause de vous, quoi. Ah, tu sais, je suis angoissée en t'entendant. En fait, je connais bien Palo Alto, je connais. Mais même en t'entendant, je m'imagine qu'on me dise ça pour mes enfants et j'ai de l'angoisse, je ne sais pas quoi en faire. Donc vas-y, poursuis. Non, mais donc voilà, et donc c'est de dire, voilà, c'est ça qui fait peur et c'est ça qu'il faut regarder en face parce que ça peut arriver, bien entendu, notamment, et c'est là où je me sers un peu à la fois de leur vision du monde et à la fois j'essaie de les faire changer un peu de comportement en disant, et notamment, ça arrive beaucoup, ça, cette clochardisation, ça arrive beaucoup chez les enfants diagnostiqués qu'on a beaucoup pris en charge en fait. Donc voilà, je préfère qu'on regarde ça en face. Donc je suis déjà en train de, à la fois leur faire apprivoiser cette peur et à la fois faire en sorte que cette peur se mette sur leur tentative de régulation actuelle. C'est-à-dire qu'ils se disent, c'est en continuant à faire ça que le pire peut arriver, quoi, en fait. Ok, d'accord. Bon, je suis pas encore prête, j'arriverai pas à faire ça. Quand tu me le dis, je suis un très bon sujet, mais j'avoue que la marche est haute. Et tu poursuis d'ailleurs sur ce truc de TDAH en disant réaction, enfin, est-ce qu'il est TDAH réactionnel ou type 2? On est d'accord que tu as tout inventé. Oui, alors ça, vraiment, c'est une invention pure et dure, mais à laquelle je crois profondément, hein, mais je me sers, je prends un air un peu docte comme ça, un peu une position haute sur ce sujet. Et en fait, moi, mon objectif, c'est de dire, en effet, j'ai besoin que vous observiez pour moi, comme on le disait tout à l'heure, ce qui se passe, en fait, par rapport à ces souffrances, à ces symptômes, en tout cas, qui génèrent de la souffrance, parce que j'ai besoin d'affiner le diagnostic. Donc, c'est là où je me saisis de leur vision du monde. Je ne nie pas le diagnostic, alors que j'en meurs d'envie, comme tu l'as compris. Je le prends et j'ai dit, j'ai besoin de l'affiner. J'ai besoin de l'affiner et donc je vais vous demander d'observer ce qui se passe quand en effet, voilà, on le prend en charge parce que je veux voir si c'est en effet un TDAH intrinsèque de type 1, c'est-à-dire quelque chose qui est à l'intérieur de Léopold, ou est-ce que c'est plutôt un TDAH de type 2, c'est-à-dire interactionnel, c'est-à-dire un TDAH qui est généré par de l'interaction. Et donc, ce faisant, je commence déjà à opérer un 180 degrés sans les heurter. Ah, même tu les rejoins d'ailleurs, parce que tu renforces un diagnostic que tu précises, sans doute que ça n'a pas été fait par les médecins, puisque ça n'existe pas. J'entends bien ce qu'on dit sur le fait qu'il y a un étiquetage autour du TDAH, des comportements inappropriés, etc. Et tu le posais tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait que quand même on pourrait regarder quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de TDAH et qui viendrait observer une scène, verrait probablement un enfant qui a des colères noires, un enfant qui tient pas en place, un enfant qui refuse de faire ses devoirs, etc. C'est des c'est des vrais symptômes. Ça veut dire qu'on n'arriverait pas à les nommer? Mais c'est-à-dire que nous, ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui déclenche le symptôme, comment le symptôme ensuite est traité à l'intérieur, à l'extérieur, et comment ça se termine. Nous, c'est ça qu'on va regarder. On ne va pas regarder le symptôme en tant que tel de façon autonome, parce que précisément, notre diagnostic se doit d'être interactionnel. Donc, on va dire oui, en effet, chaque fois qu'on demande à cet enfant de se concentrer, il se déconcentre. Chaque fois qu'on demande à cet enfant de se calmer, il s'énerve encore plus. Chaque fois qu'on lui demande de se mettre au travail, il nous dit d'aller nous faire foutre. C'est ça qu'on va regarder, nous. Mais tu dirais quand même que c'est des troubles du comportement. Non, moi, je n'emploie pas cette terminologie.
je dirais, sont des comportements qui font souffrir beaucoup la cellule familiale. Mhm. Ensuite, tu continues et tu lui demandes de laisser son fils jouer. Comment tu fais pour permettre aux parents, et en quoi d'ailleurs c'est important de l'avoir présent à l'esprit, d'être aligné entre ce que je dis et ce que je dégage? Alors, ça, c'est vraiment très important. En l'occurrence, sur cette tâche-là, si en effet, il s'en allait, par exemple, sans rien dire, si je lui avais dit, vous partez sans rien dire au moment où il se déconcentre, l'implicite aurait été monstrueux, en mode, c'est insupportable, j'en peux plus de toi, etc. Là, pour éviter ça, en effet, je vais explicitement, enfin, je vais lui demander de dire explicitement, tu es en train de te déconcentrer. Je pense que ça signifie que pour l'instant, c'est pas l'heure de se mettre au devoir. Donc, je te laisse faire ce que tu as à faire. C'est pas un problème pour moi. Ça permet de contrer l'implicite. Mhm. Ok. De contrer l'implicite qui pourrait être reçu par Léopold, qui lui enverrait un contre-message qui ferait que émotionnellement, il sentirait bien qu'on on pense pas ce qu'on lui dit et que du coup, il serait un peu paumé, comme si sur son GPS, il avait deux infos contradictoires. Oui, c'est-à-dire que donc l'implicite, ce serait ça parce que c'est ce qu'il entend depuis toujours. Donc, le moindre haussement de sourcil de la part de ses parents vient dire ça, en fait, parce que c'est comme ça, parce que les redondances dans cette famille sont comme ça. Donc, casser cet implicite-là, c'est dire quelque chose qui est à l'opposé, qui est de dire cette déconcentration, je la considère comme étant d'une certaine manière écologique et je te laisse en faire ce que tu veux. Mais c'est au tout début, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'énervement. Donc, c'est pour ça que c'est possible, en fait. Mais tu crois pas que, en vrai, enfin, je dis en vrai, je sais qu'on est dans des vraies histoires, mais tu crois pas qu'un Léopold, il va regarder son père en lui disant, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Attends, d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Et que du coup, il y a un truc qui casserait un peu la magie ou le processus à dire, bah, en fait, je vois bien que j'ai pas pris assez en compte, mais qu'en réalité, tu as une vraie difficulté, etc. Alors, d'expérience clinique, la plupart du temps, les enfants, ils font pas du tout ça. Les enfants, ils sont extrêmement ravis que les devoirs s'arrêtent dans un premier temps. C'est vraiment, vraiment, ils sont très, très satisfaits. Et ils se disent, en revanche, là où tu as raison, c'est qu'ils se disent, in petto, ça va pas durer cette histoire, connaissant mes parents. Donc, il faut que j'en profite à mort. C'est plutôt ça qu'ils se disent. Et puis, si les parents tiennent, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, hein, si les parents tiennent, tout à coup, le combat qui consistait à essayer de sortir de ce contrôle parental sur les devoirs, ce combat-là, il n'a plus de raison d'être, en fait. Donc, il s'apaise d'une certaine manière. Et là, souvent, ça fait des enfants qui se disent, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de cette liberté-là? Mais pour ça, il faut vraiment qu'ils se disent, en effet, papa a soit fumé la moquette, soit, je ne sais pas, a une maladie cérébrale, mais en tout cas, visiblement, il va pas revenir en arrière, quoi. Donc, ça veut dire que, d'une certaine manière, j'ai, moi, cette liberté de gérer différemment ma scolarité. Mhm. Il y a des chances que si les cartes sont différentes, je joue autrement. Ok. Le cycle d'observation, quand tu le donnes, on est d'accord que tu le donnes pour que ils identifient bien chaque étape de l'interaction, chaque cliquet de l'interaction. Oui, absolument. Je leur donne cette tâche d'observation pour qu'ils puissent très clairement m- faire eux-mêmes un diagnostic interactionnel de la situation. Et puis aussi, très égoïstement, parce que ça va me donner des éléments pour la suite, en fait. Parce que moi, c'est ce dont je vais me servir, c'est de l'observation vraiment in vivo de ce qui se passe par rapport à ces souffrances qui vont m'aider, en fait, à les guider autrement. D'accord. Quand tu lui dis plus tard, on sent qu'il te parle de sa femme, on sent qu'il est un peu seul. On sent aussi, enfin en tout cas moi j'ai eu l'impression qu'il y avait d'autres choses qui se jouaient dans le foyer. Alors il y a peut-être de la projection sur le fait que je pense qu'avoir un enfant difficile, ça perturbe la relation du couple, etc., de la famille, etc. T'as pas envie de te saisir de ce qui affleure comme ça sur le couple, les relations, les impacts, etc. Et notamment pour le rejoindre, hein. Mais moi, dans mon souvenir, ce papa, il était seul face au devoir, ça c'est une certitude. Il se sentait seul et très impuissant, mais il trouvait que sa femme faisait vraiment beaucoup sa part, en fait, hein, notamment en l'emmenant chez les spécialistes tout le temps, et que simplement elle avait abandonné sur les devoirs parce que ça la rendait folle, quoi, tout simplement. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt assez en cohésion, ce qui n'est pas toujours le cas.
et ce qui peut vraiment poser problème. Là, j'ai la chance d'avoir deux parents qui finalement me suivent, qui s'épaulent mutuellement, qui sont parfaitement conscients des émotions de l'autre. Et cette scène où la maman dit au père non, n'y va pas, n'y va pas, c'est quelque chose au contraire que je trouve de très complice. Mm. Tu lui as vraiment écrit à la maman? Oui, 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 je lui ai absolument écrit pour qu'elle, parce que je trouve que c'est difficile de faire porter notre stratégie à un patient qui est par définition, ou en tout cas dans la plupart des cas, tout à fait néophyte. Je préfère le faire avec mes mots, qu'elle puisse se référer à ça, qui est un support, parce que je trouve que c'est notre job aussi. Mais tu ne demandes pas à la voir, elle. Je dis que ce serait mieux aussi qu'elle vienne la prochaine fois, et c'est ce qu'elle fait en fait, hein. Elle vient dès la séance d'après. Ok. Du coup, quand il revient et qu'il n'a pas réussi, tu t'excuses. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Parce que en plus, ils vont te redemander de le voir. Mais oui, ça, c'est très fréquent. C'est pour ça que c'est vraiment un cas très emblématique. Oui, je présente mes excuses parce que moi, je considère que lorsqu'un patient ne fait pas ce qu'on lui demande, c'est que soit on n'a pas trouvé la bonne stratégie qui était suffisamment écologique pour lui, soit c'était pas le bon moment, soit on n'a pas identifié dans le contexte ce qui pourrait empêcher en fait la mise en œuvre de notre stratégie. Et donc, je considère que c'est de notre responsabilité à 100%. Et comme en plus, c'est, comme on le disait, un papa qui est beaucoup en échec, ça fait un échec supplémentaire. Donc, il faut vraiment pas qu'il vienne creuser encore plus à la fois sa culpabilité et à la fois sa sensation d'échec. Donc, c'est extrêmement important, je pense, en tant que thérapeute, de prendre sur nous de façon absolument totale les non mises en œuvre de nos patients. Euh, et puis après, ce qui est très intéressant, c'est de décortiquer ce qui fait que ça n'a pas été possible, en fait, hein, parce que ça nous donne encore des éléments extrêmement intéressants pour peaufiner notre stratégie. C'est ce que je me disais en fait. Je me disais, bon, ok, ça n'a pas fonctionné en premier lieu, mais en même temps, ça participe du processus de maturation, presque de devenir un peu moins vert pour être prêt au coup d'après. Tu te dis jamais ça? Si, si, notamment dans ce genre de situations, je le redis, ce sont des situations souvent très enquistées, avec énormément d'émotions, beaucoup d'interactions avec le monde qui ont été très aggravantes. Donc c'est plus long. Et il faut en effet dire, bon, bah, ça n'a pas fonctionné là, mais on va s'en servir pour peaufiner, etc. Voilà, mais des fois voilà, ça ne marche pas la première fois et du coup, ils se découragent. C'est ça qui est un peu risqué en fait, hein. C'est pour ça que c'est toujours un peu... c'est toujours un peu ennuyeux de se dire, ils ont fait une première expérience émotionnelle qui n'a pas fonctionné, quoi, en fait, hein. Hmm. Ok. En fait, Emmanuel, moi, ce que je vois, alors là, Léopold, il est TDAH, enfin, sur le papier dans, dans le monde ou dans la vision du monde de ses parents, mais en réalité, ce sujet, cette façon d'avoir peur pour ses enfants à l'école, de prendre en charge, d'être là complètement stressé à l'idée de encore se mettre au devoir, de demander, de vérifier, etc. C'est très commun. Tu parlais tout à l'heure du continuum, on y est, les parents aussi sont sur ce continuum. En quoi, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents sur le fait que ça ne produit pas ce que l'on voudrait que cela produise, d'être toujours derrière le dos de ses enfants pour leur faire faire ce qu'ils ne veulent pas faire, et comment ils pourraient le regarder de façon à ce qu'ils arrêtent de faire ces choses-là qui ne produisent pas. Oui, c'est vraiment le paradoxe de la prise en charge qui est connu, hein, pourtant qui est documenté, mais qui se heurte à nos émotions. Et ce paradoxe, il dit quoi? Il dit au fond, lorsque on est en permanence en train de prendre en charge notre enfant ou notre adolescent sur sa scolarité d'une manière générale, mais son avenir professionnel aussi. Donc chaque fois qu'on prend en charge sa motivation, chaque fois qu'on prend en charge ses devoirs eux-mêmes, chaque fois qu'on prend en charge son orientation scolaire d'une certaine manière, chaque fois qu'on fait ça, on lui envoie un double message. Les deux sont implicites, hein. Le premier message, c'est je t'aime, je me fais du souci pour toi, je veux que tout aille bien pour toi. Et le deuxième, malheureusement, qui est très générateur d'une estime de soi encore plus en berne, c'est tu n'es absolument pas capable de le faire tout seul, c'est pour ça que je m'en occupe. Ça veut dire qu'il y a un parent qui comprendrait très très bien ce que tu dis et qui serait quand même très tenté, mais en ayant conscience. Quel est le petit truc qui pourrait se dire à ce moment-là? En gros, c'est se dire au moment où j'y vais,
là, je suis en train de rendre mon enfant encore plus incapable, puisque finalement, je lui fais la démo qu'il n'y arrive pas. Donc, je peux pas m'empêcher, je le fais, mais quand même, j'ai conscience de ça. Ça pourrait être ça pour s'aider à changer de comportement. Je crois plutôt que pour aider, comme on le disait, à changer de comportement, il faut regarder ses peurs en face, même si je sais que tu n'es pas très friande de cette idée. Tu parles du clochard à Gare de Lyon? Exactement. Ouais, mais peut-être qu'il faut que j'aille consulter. Bon, voilà. Merci. Emmanuel, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas abordé dans cette histoire qui est, je trouve, extrêmement intéressante et riche, notamment sur la façon dont on cherche à se rassurer ou en tout cas se tranquilliser quand on a un enfant qui est un peu différent, en tout cas qui se comporte pas de la même façon que les autres dans l'univers scolaire, comment on essaie de s'en sortir, comment en fait on nourrit ce qu'on redoute. Est-ce qu'il y a quelque chose que je t'ai pas demandé? Non, non, à mon avis, tout a été évoqué. Bon, merci, on se retrouve dans une prochaine histoire de J'ai un problème. À bientôt.